C'est toujours un plaisir, d'être, ici à la PILIP et j'ai aussi le plaisir, de présenter une thématique très, très intéressante parce que c'est un motif de consultation très fréquent en pédiatrie de ville. J'appelle votre attention et votre patience, encore un petit chouïa puisque vous êtes restés jusqu'à cette heure-ci. On va essayer de terminer ça au bout d'une heure, hein? Voilà, c'est un vrai défi pour le médecin en consultation pédiatrique par rapport aux infections à répétition. Des récurrences, c'est un enfant que vous traitez, puis après, quelques semaines après, il revient parce qu'il est encore malade et il faut démêler ce qu'il faut investiguer et ce qu'il faut traiter de façon symptomatique et les malades pour qui il faut rassurer les parents. Alors, on sait très bien que l'infection, pulmonaire et les infections respiratoires aiguës hautes et basses sont très, très fréquentes au bas âge et il faut dénombrer, accepter jusqu'à 7 épisodes par an d'infections respiratoires, qu'elles soient hautes, surtout hautes, et ça diminue avec l'âge pour accepter 5 épisodes d'infections respiratoires pour les enfants plus de 3 ans. Alors, c'est encore moins par rapport aux infections respiratoires basses parce que ça doit alerter avec des signes cliniques, à l'occasion, de signes, heu, qui doivent, heu, faire, chercher d'autres pathologies. Les statistiques sont très variables dans les études cliniques et les cohortes parce que les définitions, on va voir tout à l'heure qu'elles sont très variables, les définitions d'une récurrence des infections respiratoires aiguës basses. Alors, il y a eu des statistiques en Grande-Bretagne qui a montré que les infections respiratoires aiguës récidivantes représentent le un tiers des consultations en pédiatrie de ville, avec 20 presque qui nécessitent une hospitalisation et qui montrent des signes graves. Donc, pourquoi il faut investiguer sur les infections respiratoires aiguës récurrentes? Et là, on va surtout se focaliser sur les infections respiratoires aiguës basses, les infections respiratoires aiguës hautes, ça va prendre, c'est un autre raisonnement, mais c'est surtout les infections respiratoires basses qui vont entraîner une fréquence de visite médicale un peu plus importante, un coût de prise en charge diagnostique et thérapeutique un peu plus élevé, un absentéisme scolaire chez l'enfant et en conséquence un absentéisme professionnel chez les parents. Toutes ces infections vont entraîner des lésions pulmonaires qui vont être responsables d'une détérioration de la fonction pulmonaire. Et puis, ces infections, bien sûr, ces situations cliniques vont imposer une consultation, une prescription d'antibiotiques. Vous comprenez bien le fléau des résistances aux antibiotiques. Tout ça va être responsable d'une qualité de vie qui est complètement réduite. Alors, de quoi on parle? On parle surtout d'enfants qui fait au moins 2 épisodes d'infection respiratoire aiguë basse, c'est-à-dire pneumonie, qu'elle soit objectivée avec une radio de poumon ou juste avec un examen clinique. C'est une résolution qui peut être, en un an. Soit plus de 3 épisodes, quel que soit le laps de temps, écoulé entre les 2 infections. Les définitions, en fait, elles changent en fonction des cohortes et en fonction des écoles. Il n'y a pas un consensus qui permet de définir les infections à, répétition récurrente et c'est qu'il ne faut pas accepter. Par contre, une toux chronique, le plus souvent, elle est due à une récurrence de plus de 4 semaines de toux, 4 semaines jusqu'à 8 semaines, pendant plus de 3 mois par an. Quelles sont les causes de ces infections récurrentes? Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis sur 400 enfants. On a trouvé en fait des infections, des étiologies qui sont récurrentes à plusieurs systèmes, celles qui sont dues à des facteurs anatomiques, à savoir une obstruction intraluminaire, une obstruction extraluminale, des malformations de l'arbre bronchique, des bronchiectasies ou des sténoses bronchiques, des facteurs immunitaires inhérents à des déficits immunitaires, des facteurs infectieux inhérents
aux bactéries. Tout à l'heure, on parlait de la Bordetella pertussis. Il y a une définition de toux chronique persistante sur une Bordetella. Des facteurs environnementaux, à savoir le tabac et la pollution. Et bien sûr, le terrain spécifique qu'on va détailler un petit chouïa tout à l'heure. Donc, comment poser le diagnostic? C'est surtout l'interrogatoire qui va bien sûr déterminer le nombre d'infections à répétition et bien sûr le retentissement. Et on verra les éléments de l'anamnèse qu'il faut rechercher pour trouver est-ce que c'est une infection récurrente qu'il faut accepter ou qu'il ne faut pas accepter. La fréquence des épisodes, y compris sur le profil saisonnier, c'est-à-dire des infections qui sont beaucoup plus fréquentes en hiver et qu'en été, il y a une accalmie importante, intéressante, qui ne nécessite même pas de traitement. La durée, pour essayer de déterminer la définition, le type de l'atout, une taux productif avec des expectorations et courantes, ça suscite réflexion. Les jeunes qui crachent rarement les expectorations, ça existe. Ils ont des expectorations, mais ils n'arrivent pas à expectorer. Et ça, c'est l'élément de la bronchorée de l'enfant qui manque souvent dans l'anamnèse de l'enfant. Et il faut distinguer la toux grasse récurrente avec des périodes intermittentes sans toux et une toux grasse continue chaque matin. Chaque matin, il a des expectorations. Les symptômes associés, à savoir la fièvre, l'essoufflement, la fatigue et le retentissement sur la croissance staturo-pondérale. Et bien sûr, ça se définit pendant l'anamnèse, c'est les facteurs de risque. La présence de prématurité, la présence d'une atopie, une pollution, la surpopulation et bien sûr la fréquentation de la crèche, surtout les premiers âges de l'année. Je disais que ce qui est important, que la bronchorée ou la toux productive, elle est vraiment, elle manque souvent chez l'enfant. L'auscultation pulmonaire est importante dans cet examen physique, mais ce qui est important à voir chez l'enfant, c'est chercher ces expectorations, pas en les écoutant, mais c'est surtout en faisant une palpation du thorax pour mettre en évidence cette expectoration qui bloque dans les bronches. Ça donne un bruit plutôt palpable qu'audible au stéthoscope. Ouais, la maman vous dit c'est un symptôme clinique qu'il faut prendre en considération, qu'il faut vraiment mettre en évidence. Autre chose qui est souvent pas cherchée par les praticiens en ville, c'est surtout l'hypocratisme digital. L'hypocratisme digital, ça témoigne d'une insuffisance respiratoire, d'un problème d'hématose, mais il faut le chercher très tôt, avant d'arriver à ce tableau qui est vraiment très parlant. Donc, les signes d'alerte doivent être cherchés minutieusement à l'examen clinique. Alors, comment poser le diagnostic? C'est surtout un certain nombre d'anamnèses qu'on verra à travers des cas cliniques. Je passe sur ces 2 diapositives pour faire vite. Dans ces investigations, après une bonne anamnèse, un bon examen clinique, on peut demander une radiographie thoracique qui va permettre de déceler un certain nombre d'anomalies. En cas de doute, on peut ajouter une petite numération que vous faites bien sûr en pédiatrie de ville de façon courante. Donc, dans ce groupe de enfants qui vont faire des infections à répétition et des infections récurrentes basses, où on décèle en fait 3 groupes d'enfants dans cette thématique. Il y a des enfants qui sont par ailleurs en bonne santé et qui ne nécessitent pas d'examen complémentaire. Le deuxième groupe d'enfants, c'est des enfants qui présentent des facteurs de risque d'infection récurrente et pour lesquels il faut une attitude un peu attentiste et peut-être des examens complémentaires. Et il y a des malades qui nécessitent vraiment un bilan étiologique qui peut être vraiment élargi. Donc, les enfants qui sont en bonne santé, qui n'ont pas besoin d'examen complémentaire, c'est généralement des enfants entre 2 ans et 4 ans. Et c'est des enfants qui font des infections saisonnières. C'est en hiver, c'est clair. On a dit que jusqu'à l'âge de 3 ans, ils ont le droit de faire 5, 6, jusqu'à 10 IRA hautes, compliquées parfois d'IRA basses. Incidence plus élevée en automne et en hiver. Leurs familles sont nombreuses, ce qui permet de faire échanger les petites bêtes et les petits virus entre eux. Ils sont exposés pendant la crèche, surtout les premiers mois de la crèche et au niveau des écoles maternelles. La crèche, pour la première fois, il vous dit il était très bien quand il était à la maison, mais quand il rentrait à la crèche, il a fait des infections à répétition. Donc, et c'est des infections à virus. Souvent, elles ne consultent pas parce que ça se résout spontanément avec quelques naturopathies, bien sûr, les recettes de la mamie.
Il n'y a pas de facteur de risque d'infection respiratoire récurrente. Il y a une croissance et un développement staturopondéral qui est normal, un examen physique normal et une réponse rapide à un traitement, voire même symptomatique. Ce groupe d'enfants, il ne faut pas rien investiguer, il faut rassurer les parents et bien sûr, en charge pédiatrique normale. Le deuxième groupe, c'est surtout des enfants qui ont un facteur de risque. Qu'est-ce que c'est ces facteurs de risque? Voilà, c'est des enfants qui ont un tabagisme passif, une pollution intérieure, une pollution extérieure et des facteurs connus dans votre dossier médical, la prématurité, une atopie et des anomalies congénitales. La prématurité, c'est connu parce que ça entraîne une immunité insuffisante due à des taux faibles d'anticorps transmis de la maman à l'enfant. Et bien sûr, il y a ce qu'on appelle ce phénomène d'hyperoxie néonatale qui pourrait être responsable et affecter la réponse immunitaire aux agents pathogènes. Deuxième facteur de risque, la pollution par le tabac. On connaît tous le syndrome des parents fumeurs et enfants tousseurs. C'est des enfants qui font beaucoup d'infections à répétition parce que cette fumée va altérer déjà en anténatal plusieurs éléments. Les mamans qui fument ont une réponse immunitaire néonatale médiée par le récepteur TOLAC qui sont responsables de l'immunité innée qui est déjà altérée. Le tabagisme augmente l'adhérence bactérienne au niveau de la tractus trachéobronchique et réduit aussi la production de radicaux libres et bien sûr l'immunité par les monocytes. La pollution intérieure, surtout la présence de dioxyde d'azote par la cuisinière, les composés organiques volatiles par les détergents et bien sûr les allergènes animaux, tout ça concourt à entraîner une réponse immunitaire, soit exagérée, pro-inflammatoire, avec une exposition au virus. La pollution atmosphérique extérieure, on le sait, par les particules PM10 et azote, plusieurs études ont montré que les enfants qui habitent sur des axes routiers, beaucoup de pollution font beaucoup plus d'infections et que le changement de la localité, de l'habitat, permet d'améliorer énormément les situations cliniques. L'atopie, oui, apparemment, l'atopie entraîne des altérations au niveau du système immunitaire avec des cellules épithéliales qui ont une réponse immunitaire déficiente. Les molécules d'adhésion, l'ICAM 1 est le récepteur le plus important pour le rhinovirus. On sait que ça permet d'exposer aux infections à virus et aussi, on sait très bien que le rhinovirus est un virus asthmogène. Les cellules épithéliales aussi des enfants qui sont allergiques ou atopiques présentent une réponse immunitaire assez déficiente par défaut de sécrétion d'interférons, défaut d'apoptose cellulaire, et ça, c'est un autre sujet de discussion. Un petit cas clinique pour reprendre un petit peu les situations cliniques. Youssef, qui est âgé de 2 ans, il est né en mars, et dès que l'hiver est arrivé, il a vraiment des infections à répétition pour les 2 saisons d'hiver qu'il a passées. Il a commencé dans une dermatite atopique. Il y a quand même un frère qui est asthmatique. Il n'a pas sifflé, mais chaque fois qu'il rentre en crèche, chaque fois qu'il a une IRA haute, il fait une infection respiratoire des voies aériennes inférieures. L'examen clinique ne montre pas de signe d'alerte. On fait une radiographie thorax, vous voyez très bien qu'il y a un syndrome bronchique bilatéral. On propose une corticothérapie inhalée et ça permet d'améliorer les situations. On sait très bien que les facteurs environnementaux chez l'enfant, avec l'immaturité immunologique et tout ce qu'on a dit par rapport à l'immaturité des cellules épithéliales, favorisent les infections à répétition, surtout une prédisposition au virus. Et c'est une situation qui permet de faire le diagnostic d'un asthme à un âge plus avancé pour éviter les complications. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire chez ces malades? Ils sont nombreux dans nos consultations. On peut proposer un essai thérapeutique quand vous avez un enfant qui a une atopie, des antécédents familiaux, il a une dermatite atopique qui fait ses infections sans sifflement. Il faut proposer un essai thérapeutique en proposant une corticothérapie inhalée 4 à 6 semaines. On revoit si ça s'améliore. Généralement, au bout de 4 semaines et demie, il n'y a plus cette prédisposition aux infections. Et dès qu'on arrête, il y a une rechute à l'arrêt du traitement
Et c'est là, à ce moment-là, c'est la maman qui vous demande de reprendre le traitement de la corticothérapie inhalée, une réponse à la reprise du traitement qui est correcte. Et c'est un groupe d'enfants asthmatiques qu'il faut retrouver dans les infections à répétition. Alors, les anomalies congénitales des voies respiratoires, les maladies cardiovasculaires et les maladies neurologiques, vous le comprenez très bien. Quand vous avez un malade déjà étiqueté ayant ces pathologies, vous comprenez qu'il y a une altération du blocage mucociliaire, il y a un reflux gastro-œsophagien, un trouble de la mobilité œsophagienne, surtout chez les enfants épileptiques et neurologiques, aggravé par certains traitements antiépileptiques. Et on a dans cette salle des experts en neurologie. Un petit cas clinique pour signer une autre pathologie, il faut que vous soyez un peu vigilant par rapport à ça. Chloé, c'est une petite qui habite au Maroc, elle est âgée de 8 ans. Elle est admise en janvier 2026. Elle n'a pas de notion de comptage tuberculeux. Elle a présenté depuis 7 mois, depuis mai 2025, apparition progressive d'une toux sèche, fébrile, dans un contexte d'altération de l'état général, avec un amaigrissement de 12 kilos sur les 6 mois où elle avait consulté à plusieurs reprises, plusieurs pédiatres, plusieurs prescriptions ont été faites. À l'occasion d'une 3e consultation, on fait une radiothorax. C'est celle-là. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. C'est celle-là. Et donc, regardez, c'est une radiothorax qui montre une distension pulmonaire, sachant à l'examen clinique qu'elle avait quelques sibilants et des ronflements plus marqués à gauche. Qu'est-ce que vous voyez sur cette radio? Bon, pour faire vite, il y a un syndrome alvéolaire, mais il y a aussi un syndrome médiastinal avec des suspicions d'adénopathie à ce niveau. Elle est restée fébrile avec des infections presque chaque mois et du coup, elle arrive chez nous au service pour une détresse respiratoire et regardez, on est déjà aux séquelles d'une tuberculose pulmonaire. Le gène expert était positif avec un scanner qui montre une grosse kyste, lésion kystique et des adénopathies médiastinales nécrosées au niveau du médiastin. C'est une petite cavité à Tempsna. Voilà. La tuberculose, il faut y penser. Ça peut être aussi une origine d'infection récurrente. Et pour éviter les séquelles irréversibles de la tuberculose, il faut y penser. On est dans un pays endémique. 3e groupe, c'est les enfants qui ont des infections à répétition sur un terrain assez spécifique. Et à ce moment-là, il faut faire un bilan, des examens complémentaires ou référer ces malades-là à des consultations spécialisées. Ces enfants qui ont des infections graves récurrentes touchant plusieurs sites ou causées par des organismes opportunistes, des pneumonies récurrentes localisées dans le même lobe, des pneumonies interstitielles, des infections chroniques des voies respiratoires avec sinusite et otite, et voire même des polypes, antécédents d'infections et de décès dans la famille, une taux productif supérieur à 4 semaines, persistance d'anomalies plus de 8 semaines et à l'examen thoracique, la palpation dont je vous ai parlé qui montre un craquement ou vraiment. Alors, un cas clinique pour montrer des facteurs de risque, Ilyes qui est âgé de 17 mois, qui consulte en décembre pour une rhinorrhée persistante, tout chronique avec sifflement, et est suivi depuis l'âge de 7 mois pour une bronchopneumopathie à répétition. Mais ce qui ressort dans l'interrogatoire, c'est les vomissements. Des vomissements faciles à la toux, aux pleurs, au rire. Et malgré toutes les thérapeutiques prescrites, les anti-inflammatoires, la corticothérapie inhalée, les antileucotriennes, les exacerbations persistent et ça retentit sur le travail de la maman puisqu'il y a beaucoup d'absentéisme. 2 radiothorax ont été faits normaux, un bilan allergologique, une pH-métrie. Et l'interrogatoire révèle que l'enfant, il a toujours un biberon le soir, il dort avec ce biberon le soir et il ne peut pas s'en empêcher. Donc, la pH-métrie, même s'il était négatif, on a quand même pensé à un reflux gastro-œsophagien. On a gardé la corticothérapie inhalée, on sait que le reflux favorise une périactivité bronchique. On a arrêté toutes les autres thérapeutiques et surtout le biberon du soir et on a ajouté une IPP pour avancer. Donc, ce qui a entraîné une amélioration importante des symptômes. L'examen clinique et la radiographie aussi va permettre de déceler les signes d'alerte. Regardez, cet petit de 20 mois qui a une toux chronique depuis 6 mois, un encombrement trachéobronchique à la palpation du thorax, bronchopneumopathie à répétition
qui répond aux antibiotiques, plus rapidement ça reprend. Regardez sur la radio, eh ben, pour faire vite, c'est une hyperclarté de ce côté-là avec en rétrocardiaque, une image d'atelectasie, trouble de ventilation, bronchoscopie, on trouve une épine de blé au niveau de la branche souche gauche à ce moment. Donc, quand il y a des signes d'alerte, pensez à la bronchoscopie et voire même à la TDM thoracique pour mettre en évidence le trouble de ventilation. Et l'étiologie parfois est donnée par le scanner. Les signes d'alerte clinique radiologique, c'est comme cette petite Hidaya, âgée de 6 mois. Depuis qu'elle est née, elle a une toux, plus fièvre persistante, diurne et nocturne. Toujours un encombrement trachéobronchique, la palpation du thorax et des râles ronflants. Voilà, un trouble de ventilation chez cette petite comme l'autre, mais cette fois-ci, c'est un kyste bronchogénique qui a été opéré et qui est responsable de cette infection à répétition. Donc, les malformations pulmonaires sont aussi des étiologies de ces infections. Les signes d'alerte radiologique et clinique, Nihal, 2 ans, tout chronique, encombrement, toujours la même histoire. Elle n'a pas sifflé, elle a quand même mis sous traitement de fond. Elle n'a pas eu de radiothorax. Je me rappelle très bien de cette petite. Elle n'a jamais eu de radiothorax, même si on avait commencé un traitement de fond. Je vous recommande, avant de commencer un traitement corticoïde pour un asthme, il faut absolument s'attacher à faire une radio. Et donc, l'auscultation, on a pensé à un dextrocardie en se disant, c'est peut-être une dyskinésie ciliaire. Eh bien non, le scanner a montré que c'était une hypoplasie pulmonaire, ce qui a entraîné la déviation des bruits du cœur, avec anomalie de la naissance dans l'artère pulmonaire, ce qui explique ce qu'elle a comme symptomatologie. Le syndrome du lobe moyen, c'est cette histoire de Marwa, de 5 ans, bronchopneumopathie à répétition, un épisode de sifflement, a été mis sous traitement de fond en asthme, pas de radiothorax, il est hospitalisé cette fois-ci pour pneumopathie dyspnéisante. Regardez le syndrome du lobe moyen, il y a le lobe moyen à droite, son équivalent à gauche, et qui, et qui peut être responsable d'infection à répétition, vu que ce lobe moyen, sa position un peu ambiguë va favoriser la persistance des sécrétions, va être responsable pendant les épisodes d'asthme d'une inflammation avec un remodelage bronchique, et c'est l'un des aspects de la maladie asthmatique. Ça se voit aussi dans le reflux gastro-œsophagien. Il faut penser parce que c'est aussi une pathologie qui favorise les infections à répétition. Voilà, des signes d'alerte pour faire suspecter les bronchiectasies, c'est surtout comme ce qu'on va voir chez la petite, c'est des cas cliniques, la petite Nadia qui est âgée de 15 ans, elle arrive au service, c'est une histoire qui remonte bien avant l'âge de 11 ans, bronchopneumopathie à répétition, des sifflements en intervalle intercritique, dyspnée sifflante, elle a été vue par plusieurs médecins généralistes, spécialistes pneumo-adultes, et traitée comme un asthme. Regardez la radiothorax, les signes d'alerte, c'est surtout cette distension pulmonaire avec un thorax globuleux et une image de syndrome alvéolaire persistant. Dans ces signes cliniques, il y a aussi le retard staturo-pondéral, des otites à répétition, et on en a fait 10. Et à l'examen clinique, regardez un hypocratisme digital, radiothorax. Je vous ai montré un syndrome alvéolaire distension pulmonaire qui n'est pas normal. C'est une distension pulmonaire figée. Ce n'est pas une distension pulmonaire d'une exacerbation d'asthme. Dilatation de branches kystiques. L'étude génétique était en faveur d'une mycoviscidose. Edman aussi, âgé de 14 ans, il arrive. Il était malade depuis l'âge de 8 mois. Des bronchopneumopathies quand même graves et sévères, dyspnéisantes, intervalle intercritique, symptomatique. Voilà un signe d'alerte. Il siffle parce qu'il y a quand même du remodelage bronchique. Il arrive chez nous. Il ne faut pas attendre à avoir un hypocratisme aussi important. Une numération montre une lymphopénie, et c'est un sous-typage lymphocytaire qui est très en faveur d'un déficit immunitaire cellulaire important, et avec un stade d'insuffisance respiratoire. Il y a 2 cas cliniques et j'ai terminé. Pensez au déficit immunitaire dans les infections à répétition. Une numération peut montrer une lymphopénie et vous êtes déjà sur la piste. Et voilà, l'autre petite Marwa, âgée 22 mois,
Il a commenté sinon une atopie personnelle et familiale avec plusieurs épisodes de bronchopneumopathie, une dyspnée sifflante avec un intervalle intercritique symptomatique quand même et un retard staturopondéral. Voilà les signes d'alerte clinique qu'il faut prendre en considération. Il faut penser à tout ce grand nombre de pathologies, un paquet de maladies qui est responsable de récurrence des infections. On fait un dosage des immunoglobulines. Elle est déficitaire en IgA et c'est le déficit en anticorps le plus fréquent le plus fréquent parce il représente 1 sur 600 naissances et il est sous-diagnostiqué, on ne le demande pas, il faut y penser. Je pense que c'est un dernier cas clinique, c'est surtout le petit Hussam, hospitalisé pour une bronchopneumopathie. Il arrive chez nous à un sifflement et il est traité pour une rhinite allergique. Il est malade depuis l'âge de 3 ans et sa sœur aussi, il est aussi malade. Qu'est-ce qu'il y a? C'est surtout un facès longiline et l'examen clinique montre des signes de dextrocardie. Et sur la radio, c'est une dextrocardie, c'est un situs inversus même sur l'échocardiographie. Regardez les dilatations de bronches qui sont au niveau des bases, qui sont cylindriques, enfin même kystiques, et, avec des troubles de la fonction pulmonaire. Et bien sûr, c'était une dyskinésie ciliaire primitive qu'on a retenue sur la dextrocardie, hein, donc un syndrome de Cartagena. Il a été traité comme un asthme pendant des années, depuis l'âge de 3 mois. Voilà, pour passer les signes d'alerte, on en a parlé, on les a vus, il faut bien les chercher et il ne faut pas laisser évoluer une pathologie qu'on pourrait traiter. On doit réfléchir quand il y a persistance des symptômes intercritiques, un début qui est brutal, surtout les premiers jours de la vie. Ça fait penser à la dyskinésie ciliaire, des signes digestifs associés, diarrhée chronique, à d'autres foyers infectieux, mauvaise croissance staturopondérale, des stridors comme la petite qui avait le kyste, il avait aussi un stridor, des infections répétées et des anomalies radiologiques. Je passe sur ça, on en a parlé sur les cas cliniques, pour terminer avec cette conduite à tenir devant une pneumonie récurrente, des infections respiratoires récurrentes. Il faut un bon examen clinique, un bon interrogatoire, se pencher sur la radiothorax. S'il y a une atteinte de plusieurs lobes, il faut penser à la muco, déficit immunitaire, évaluation de la déglutition, surtout si on a un terrain. S'il y a une atteinte d'un seul lobe, on peut se permettre de faire un scanner thoracique. À ce moment-là, c'est surtout penser aux lésions de malformatifs, au corps étranger. Et en cas d'anomalie et des signes d'alerte clinique, pensez à référer le malade à un centre de pneumologie. Voilà, et merci pour votre attention. Je tiens à remercier les résidents, la pédiatre affectée, Nora, et aussi mes doctorants, parce que c'est eux qui ont préparé les cas cliniques pour vous les montrer. Et merci aussi pour votre patience. Voilà.